Hello les amis, ça fait plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Avant de commencer, je t'invite à hacker les pouces bleus, à t'abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait et à activer la cloche de notification pour ne rien rater. Vous l'avez certainement remarqué, il y a eu un petit changement dans le décor. C'est mon ancien bureau que j'ai mis à l'arrière car je viens d'en acheter un, j'en ai reçu un hier. J'ai décidé de passer à un matériel beaucoup plus pro en m'offrant un bureau gaming de chez G-Trone. Ne vous inquiétez pas, un jour je vous ferai la fameuse vidéo setup pour vous montrer mon matériel. Mais aujourd'hui, place à la vidéo tant attendue, les préjugés sur le hacking 2. Pour ceux qui n'ont pas encore suivi la première partie, je vous laisserai le lien dans la description. J'avais donné 5 préjugés que je détestais, à savoir les gens qui disent qu'un hacker c'est un dev, ceux qui demandent de l'aide pour hacker un Facebook, ceux qui demandent si tu as appris à hacker un Facebook, la prise de contrôle à distance et les attaques DOS et des DOS. Pour cette deuxième partie, je vous ai demandé de laisser en commentaire les préjugés qui vous dérangent. Et c'est là que je me suis rendu compte que la communauté s'est vachement agrandie. Je n'ai pas pu lire tous vos commentaires, j'ai pris 6 préjugés qui revenaient souvent. Sans plus tarder, je vais vous les présenter en donnant mon point de vue. C'est parti. En numéro 1, les écrans d'ordinateur d'hackers dans les films. C'est aussi une chose qui m'a toujours énervé dans les films, surtout les films américains, les films US. Vous avez toujours ce hacker devant un écran qui fait afficher des écritures en vert dans un terminal. Et c'est dans ce même film que vous verrez le mec faire des recherches ou lancer des attaques sans jamais toucher à la souris. Et malheureusement, à cause de ces films, lorsque des personnes comme moi on présente le véritable visage du hacking, on se fait traiter soit de menteur, soit de personnes limitées. Faut dire que dans tous les domaines, les gens préfèrent les mensonges qui rassurent plutôt que les vérités qui dérangent. Et je vais vous donner un exemple qui revenait souvent et ce sera le préjugé numéro 2, la série Scorpion. Je ne suis pas vraiment du genre à suivre les séries, mais le mois dernier en naviguant sur Netflix, j'ai vu la fameuse série Scorpion. Vu la balise fermée Scorpion et la description de la série, c'était assez prometteur. Histoire vraie, je me suis arrêté au premier épisode et je vais vous dire pourquoi. Déjà dès le début, il y avait ce fameux cliché qu'on retrouve dans pas mal de séries et de films du petit gamin arrêté par le FBI pour les avoir hackés. Mais ça encore, ça passait parce que c'était plus ou moins crédible. Je me suis arrêté à la minute 7 du premier épisode. Quand un agent fédéral vient désespérément demander l'aide de Walter, le personnage principal, car apparemment 45 minutes plus tôt, il y a eu un bug sur la tour de contrôle de l'aéroport de Los Angeles dû à une mise à jour qui a mis en arrêt tout le système. J'ai directement fermé mon ordi et je n'ai plus jamais touché à la série. Pourquoi? Ben tout simplement parce que c'était une injure pour ma profession. Ceux qui me suivent depuis pas mal de temps savent que je suis IT analyste de profession. Cela signifie que mon équipe et moi, nous gérons les incidents relatifs au système informatique de la boîte pour laquelle nous travaillons. Ça peut être un incident mineur comme par exemple un incident sur une machine qui n'affecte pas la production, jusqu'à un incident majeur, par exemple un arrêt de prod total qui affecte plusieurs dizaines voire centaines de PC. Pour répondre aux incidents, les entreprises ont ce qu'on appelle le DRP, Disaster Recovery Plan, ou en français le plan de reprise après sinistre. Ce plan consiste à revenir le plus rapidement possible à la normale en cas de sinistre, comme par exemple dû à un bug comme dans la série, une coupure d'électricité, etc. Pardon. Je me suis rendu compte récemment qu'on dit pas etc, mais etc, grâce à mes cours d'anglais. Donc, en cas d'incident, les incident managers, c'est-à-dire les personnes qui gèrent les incidents, ils savent comment agir et qui contacter en cas de problème. Ensuite, même si le DRP ne fonctionne pas en cas exceptionnel, il existe un deuxième plan qu'on appelle le BCP, Business Continuity Plan, ou le plan de continuité d'activité en français, mais celui-ci on l'active que dans des cas extrêmes. Par exemple, il y a eu un incendie qui a ravagé tout le bâtiment, là on peut activer le BCP. Et son objectif n'est pas de revenir à la normale, mais de continuer l'activité en mode dégradé. Bref, c'est un peu plus complexe que ça, mais j'ai essayé de vous faire un résumé pour vous dire qu'à aucun moment on va chercher hasardement une personne comme ça dans la rue pour venir remédier à un incident. Et je vous ai donné l'exemple d'entreprise lambda, j'imagine même pas ce que ça doit donner pour un aéroport. J'ai pas continué la série comme je vous ai dit, donc peut-être que j'ai raté pas mal de choses, mais dites-moi en commentaire pour ceux qui ont suivi la série, dites-moi si j'ai bien fait de m'arrêter à l'épisode 1. Numéro 3, les personnes qui disent « me hack pas s'il te plaît ». Ça m'énerve ce truc, je vous assure que j'en peux plus de ce truc, il me revient souvent. Les amis, je vous ai toujours dit, le hacking c'est pas de la magie. Si vous et moi, on communique via la VoIP, ça ne veut pas dire pour autant que je vais prendre le contrôle de ta machine. Ensuite, je l'ai toujours dit, l'ethical hacking, ce n'est pas du black hat. Dans notre domaine, on n'attaque pas des systèmes sans l'autorisation des propriétaires. Ça me rappelle d'ailleurs une histoire que j'ai eu à vivre, c'est une petite anecdote que je vais vous raconter. Je faisais un jour un tour sur le serveur Discord, d'ailleurs le lien est dans la description de la vidéo pour ceux qui veulent nous rejoindre, et je suis tombé sur cet abonné, j'étais en plein travail. Souvent j'ouvre Discord sur mon deuxième écran pour pouvoir discuter avec le modérateur et discuter parfois avec certains abonnés. Alors il y a eu cet abonné qui voulait absolument
absolument me parler en vidéo. Et exceptionnellement, je lui avais accordé 5 minutes. Je lui ai dit, écoute, je suis en plein travail, je pourrais pas activer ma webcam, mais si tu veux qu'on parle en audio et tu veux toi activer ta webcam, il n'y a pas de souci. Et c'est ce qu'on a fait. Là, je vais vous résumer un petit peu, mais il y a eu des choses que cette personne a dit, moi, qui m'ont intrigué. Déjà, dès qu'on a commencé la discussion, la personne montrait que la moitié de son visage, elle montrait pas totalement son visage, et elle avait l'air effrayée de me parler. En fait, c'était comme si c'était moi qui lui avais demandé de me parler ou de me partager sa webcam, vous voyez ce que je veux dire. Après, je me suis dit, c'est pas grave, parce que la personne m'avait expliqué son histoire, elle a eu à se faire hacker, donc je me dis, elle a encore ce choc, vous voyez. Donc j'ai essayé de rassurer, lui dire, écoute, moi j'ai jamais hacké personne de ma vie, je suis pas de ce genre de personne, je suis passionné par l'ethical hacking, mais je n'attaque pas les systèmes sans l'autorisation de la personne. Et elle n'arrêtait pas de me dire, s'il te plaît, ne me hack pas, s'il te plaît, me hack pas, s'il te plaît, me hack pas, au moins une dizaine de fois. Et elle me dit, mais pourquoi tu partages pas ta webcam, pourquoi je te vois pas, qu'est-ce que tu es en train de faire et tout. Je lui ai dit, écoute, je t'ai accordé 5 minutes, je t'ai dit que je travaillais et que je pourrais pas activer ma webcam. Ça m'a vachement fait plaisir de te parler, mais il faut vraiment que je quitte là. J'ai des choses à faire. Et dès qu'on a arrêté la discussion, c'est là que l'enfer a commencé. La personne n'arrêtait pas de m'écrire de longs messages sur Discord en me disant « Je sais que tu m'as hacké, moi je t'apprécie bien, si t'as fait ça, ça se fait vraiment pas, mais si tu l'as fait quand même, je te fais confiance, je t'en voudrais pas, je continuerai à apprécier tes vidéos, à regarder tes vidéos. » Et j'ai essayé de lui dire « Mais écoute, arrête, il faut que tu te calmes, moi je hack personne. » C'est vraiment allé loin, hein. Elle a pas arrêté de me spammer, de m'écrire « Je sais que tu m'as hacké, je sais que tu m'as hacké, je sais que tu m'as hacké. » Je lui ai dit « Écoute, moi je t'ai dit ce qu'il en est, je t'ai pas hacké, je te rappelle que c'est toi qui as voulu me parler, je t'ai accordé ces minutes, donc je pense qu'on va en rester là. » Et j'ai arrêté de lui répondre, et même maintenant, jusqu'à ce jour, je ne lui parle toujours pas. La personne est toujours active sur le serveur, je pense qu'elle se reconnaîtra, mais ce jour-là, elle m'est vraiment montée à la tête. Préjugé numéro 4, que l'on croit qu'il faut juste cliquer sur un bouton pour que tout se fasse. J'avais déjà parlé de ce phénomène de personnes qui croient qu'il suffit de cliquer sur un bouton sur une application pour hacker un système. Je répète une fois de plus pour les personnes qui ne savent pas, le hacking les amis, ce n'est pas que l'exploitation, c'est le footprinting, le scanning et l'énumération, le gain d'accès, le maintien d'accès, la suppression des traces. Avant la suppression des traces aussi, il y a l'escalation des privilèges. Bref, tout ça pour vous dire qu'il y a plusieurs étapes. Et évidemment, il ne peut pas y avoir exploitation s'il n'y a pas de vulnérabilité ou faille à exploiter. C'est comme quand je faisais des vidéos à exploitation, je recevais pas mal de messages de personnes qui répétaient toujours la même chose. J'ai essayé ce que tu as montré dans la vidéo et ça marche pas pour moi. Donc en gros, ils lançaient l'attaque sans rien comprendre, sans savoir qu'il y avait une vulnérabilité à l'arrière, bien que je l'expliquais. C'est aussi l'une des raisons qui fait qu'aujourd'hui, je ne fais plus de vidéos d'exploitation, mis à part le fait que YouTube nous interdit de le faire. En numéro 5, j'ai ton IP, je suis un hacker. On connaît tous ce mec qui se fait passer pour un hacker juste parce qu'il a récupéré l'adresse IP d'une personne. Et généralement, dans des plateformes où la communication n'est pas sécurisée, comme Omegle, les paquets UDP sont facilement récupérables et on peut facilement récupérer l'adresse IP d'une personne. Mais après, qu'est-ce qu'une personne peut faire avec cette adresse IP? Je vous redirige vers ma vidéo « Quelle information une personne peut avoir via votre adresse IP ?» Le lien sera dans la description de la vidéo. Et le 6e et dernier préjugé, les gens qui veulent apprendre l'informatique ou le hacking en une journée. Comme beaucoup de projets, la sécurité informatique demande beaucoup de temps pour avoir un niveau correct. Même moi, en ce moment, je ne peux pas me vanter d'avoir le niveau intermédiaire en ethical hacking, par exemple. J'ai un niveau avancé en informatique, mais pas en ethical hacking. Ça fait à peine 2 ans que j'ai commencé à m'y intéresser en autodidacte. Donc non, on ne peut pas en une soirée, un mois, une semaine, voire même un an, maîtriser un domaine. Et Proc et moi, on vous l'avait dit d'ailleurs dans la vidéo comment devenir ethical hacker. C'est comme les mecs qui me demandent par quoi commencer pour apprendre le développement. Et à qui je dis l'algorithmique, évidemment. Histoire vraie, il y en a qui, le lendemain matin même, me disaient « C'est bon, j'ai fini ma formation sur l'algo ». Compléter un cours est une chose, le comprendre en est une autre. Donc voilà les amis, c'est ainsi que s'achève cette vidéo. Vous pouvez toujours laisser les préjugés qui vous dérangent en commentaire, qui sait. Peut-être il y aura un de ces jours la partie 3. En attendant, hackez-moi les pouces bleus, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification. Moi, je vous dis à la vidéo prochaine les amis. C'était WakaDXY pour vous servir. Ciao!